Exactement. Et du coup, pour les price feeds, donc tu m'as demandé quel est le facteur, on va dire, différenciant avec les autres oracles aujourd'hui. Donc, comme j'ai déjà mentionné, par exemple, Chainlink est le leader dans tout type de services ou de produits offerts par un oracle. Ils ont aussi des price feeds. Il y a aussi quelques autres oracles qui ont des price feeds. Et vraiment, la vraie différence entre les price feeds ou les flux de prix entre Peace et Chainlink, donc il y a deux choses. La première, c'est, on a parlé un petit peu plus tôt ceux qui publient des données. Donc, au sein du Peace Network, on veut pas tant toi et moi ou une compagnie, n'importe quelle compagnie qui lise off-chain des API gratuits, je sais pas, CoinGecko, CoinMarketCap, Binance, et nous soumet cette data. Parce que comme on l'a mentionné, quand Binance fermera son API, théoriquement, ça toi ou arrivera. moi, C'est pas si, c'est quand, quoi. Exactement. Et du coup, maintenant, demain il ferme, on n'a plus de data. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir attiré Binance directement, et on a la plupart des gros exchanges, Bybit, OKX ou Obi, c'est peut-être HTX maintenant, je sais plus. On a aussi des DEX et on a aussi des traders, donc soit des market makers, soit des gros traders on-chain et off-chain, qui eux détiennent et créent de la donnée. Donc Binance, par exemple, sur tous les flux de prix Peace, ils vont envoyer leur prix. Par exemple, Binance détient leur order book. Et du coup, le prix entre la meilleure offre et la meilleure vente sera par exemple le prix Binance. Dans le même temps, on a par exemple Wintermute, qui est aussi un publisher sur le Peace Network. Un market maker. Exactement. Ouais. Et eux, ils vont trader Bitcoin sur 25 différents exchanges. Et selon tous leurs trades, au même moment, ils vont pouvoir te dire, tiens, Binance, c'est 30 000, là, c'est 29 000. Donc, le prix du Bitcoin, on va dire que c'est 29 800, truc comme ça. Donc, tous les flux de prix Peace sont composés de soit exchanges centralisés ou décentralisés, que ce soit crypto ou stock américain, plus, on va dire, les acteurs du marché, donc les traders. Et du coup, grâce à ça, donc déjà d'un point de vue légal, toutes les données que l'oracle reçoit et crée tu as le droit de revendre ce que tu détiens, ce que tu crées. Donc ça, c'est très bien d'un côté, on va dire, légal et accès de données. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui sur Peace près de 60 flux de prix pour des stocks américains. Tesla, Apple, aucun autre oracle n'a ça, parce que personne n'a Cboe ou IEX ou MEMEX ou Jump Trading ou Jane Street qui leur donne des données. Ces partenaires qui les donnent à Peace permettent d'avoir on va dire, flux de prix que théoriquement tu ne vois jamais sur les oracles blockchain. Donc ça, on va dire, c'est le premier gros différenciateur. Et le deuxième, c'est comment les applications vont intégrer Peace. Donc Peace, comparé à la majorité des autres oracles, fonctionne, on va appeler ça un pool modèle. Donc c'est pool tiré. Donc l'oracle ne va jamais pousser des updates, des mises à jour de prix sur la blockchain volontairement. C'est une application, donc l'utilisateur de l'oracle, qui va demander une mise à jour de prix. Faire une requête. Exactement. Et va payer directement le gaz. À la requête. Le gaz plus des fees pour le Peace Network. Du coup, ce modèle à la demande, ça permet une fois que l'oracle est disponible sur une blockchain, ça veut dire que tous les flux de prix sont disponibles sur la blockchain. Donc, j'ai mentionné plus tôt, on a 40 blockchains. Le smart contract est disponible sur 40 blockchains. Ça veut dire que ces 40 blockchains, théoriquement, pourraient consommer et faire des mises à jour de prix sur Apple Stock si elles le voulaient. Du coup, ce modèle on va dire, un produit ou un catalogue de produits disponibles sur toutes les blockchains en même temps, par exemple, les oracles qui poussent la donnée, donc l'inverse de Peace, n'ont pas du tout la capacité d'avoir un catalogue de produits si gros. Par exemple, tout simplement, on peut imaginer, par exemple, Chainlink utilise un push modèle, donc qui va choisir des règles. Souvent, ça va être basé sur du temps qui passe ou sur des déviations de prix. Et ça, c'est très bien démontré sur leur site internet. Tu peux voir le flux de prix Ethereum sur Ethereum Layer 1 va être mis à jour toutes les heures ou tous les 0,5% de flux de prix. Donc, d'un côté, l'application peut s'asseoir sur ses mains et attendre que Chainlink pousse le nouveau prix sur la blockchain. Mais le problème, c'est que si tu veux un flux de prix que Chainlink ne pousse pas déjà, comment tu fais? Il faut que tu ailles les convaincre, sûrement payer un peu pour qu'ils commencent à pousser ça. Et ça va te coûter une fortune.
Et du coup, l'idée, c'est vraiment, et après, le problème, après, c'est les deux faces de la même pièce. Un des problèmes, c'est une fois que tu as poussé cette donnée sur la blockchain, tout le monde y a accès gratuit. Donc, c'est très dur de monétiser quand tu pousses la donnée et la rends publique en même temps. Le modèle de PIS, théoriquement, théoriquement, non, l'oracle n'incure pas de coûts pour pousser des prix sur la blockchain. C'est les applications qui le font directement. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à être sur 40 blockchains. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'infrastructure. On a juste besoin d'un smart contract. Et après, c'est l'application qui fait tout le boulot. Et dernier avantage de ça, du modèle à la demande, c'est que c'est complètement permissionless. Donc, étant donné que si toi, ton application commence à nous utiliser, théoriquement, ça va pas changer notre vie. C'est que tu fasses une demande de prix ou pas, le réseau continue à fonctionner pareil. C'est juste que de ton côté, tu vas payer du gas et en même temps payer un fee au network. Donc, cette idée de permissionless, ça permet aussi de rester, on va dire, un peu vrai à la vibe DeFi. Si n'importe quelle application qui nous utilise, je leur ai jamais envoyé un legal contract en disant vous utilisez notre Oracle, payez. Ouais, ils peuvent se plug, ils ont même pas nécessairement besoin de discuter avec vous, sauf si par exemple ils ont des questions sur l'intégration ou des choses comme ça, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je dirais, et là c'est je jette des fléchettes les yeux bandés, mais je dirais que 20% des requêtes, donc tous les jours, je pense qu'on a entre 4 et 5 millions de requêtes de prix venant au cumulé de ces 40 blockchains. Je sais pas qui c'est. Ben, je dirais qu'entre 10 et 20%, on n'est pas certain de qui est derrière ces requêtes. Et d'un côté, c'est tant mieux. Et c'est un des trucs que je dis souvent aux équipes, aux protocoles avec qui on travaille, c'est que tu nous aimes bien ou non, permissionless, donc utilise à tes souhaits. Et enfin, à la fin, et c'est vrai de n'importe quelle infrastructure, une infrastructure va réussir si les applications qui utilisent son infra réussissent. Donc, à la fin, on essaye toujours d'être en contact pour se prendre le feedback et autres, mais théoriquement, tu intègres PIS et si des développeurs nous écoutent, tu peux juste aller sur le website, trouver le doc et juste en lisant les docs, tu peux intégrer et avoir ça qui fonctionne pendant les 10 prochaines années. Juste, est-ce que peut-être tu peux nous donner rapidement quelques exemples d'applications décentralisées qui vous utilisent pour que les gens puissent peut-être un peu plus se projeter, parce que je pense qu'on parle beaucoup de données et de personnes qui essayent d'utiliser ces données-là, et ça peut paraître peut-être abstrait. Pour rendre la chose plus concrète, est-ce que tu aurais peut-être quelques noms à citer qui sont peut-être des applications au final que les gens utilisent, quoi, ouais. Parmi les gens qui nous regardent. Donc, les utilisateurs on va dire, des flux de prix PIS, donc ça va être la DeFi, donc ça peut être des borrow lending, ça peut être des perpétuels, des options, comment on appelle ça, yield farming protocol. Donc, vraiment ceux qui ont besoin de données financières pour faire des actions. Donc, les plus connus, ou notre utilisateur le plus connu et celui qui fait, je pense, le plus de requêtes de prix, c'est Synthetix sur Optimism. Ok. Donc, Très connu d'ailleurs. Synthetix nous a intégré dernier Noël, donc en décembre 2022, et principalement pour ce modèle à la demande. Parce que par exemple, et l'idée c'est que sur un protocole de perpétuel, de futur ou autre produits dérivés, quand quelqu'un va cliquer trade, long ou short, Synthetix au même moment va faire une requête de prix. Et du coup, vérifier le prix pour être sûr. Et du coup, ça permet d'avoir le prix le plus, on va dire, récent possible. Alors que s'ils continuaient d'utiliser, ils utilisent toujours Chainlink, on va dire en check, en safety check pour s'assurer. Mais tous les trades, on va dire, quoi. Exactement, tous les trades sont faits au prix PIS. Mais du coup, ça leur a permis d'éviter que pendant, on va dire, sur Optimism, les flux de prix de Chainlink update toutes les 5 minutes. Plutôt que d'avoir tous les traders pendant cette période de 5 minutes tradés au même prix, maintenant, à chaque bloc, ils peuvent avoir un prix différent. Et ça permet de, comment on appelle ça, détruire l'arbitrage d'Oracle. Souvent, c'était surtout très premier cycle DeFi. Tu pouvais, quasiment certainement... était peu mature, quoi. Exactement. Tu pouvais regarder le prix Binance Ethereum et le prix Ethereum sur Synthetix version 1, il y a 2 ans,
à 90%, tu pouvais savoir gratter une petite marge. Exactement, si le prochain prix allait être au-dessus ou en dessous. Et du coup, pour éviter le front running, il y avait des trading fees de malade pour éviter justement si la prochaine mise à jour de prix est 0,5% plus haut, Synthetix avait appliqué 0,6% de trading fees. Comme ça, même si pour retirer l'intérêt économique de faire de l'arbitrage de cette manière. Exactement. Sauf que 0,6% de trading fees, personne trade sur ton application. Binance, ça doit être 0,02 ou un truc comme ça. Du coup, quand on leur a présenté, Synthetix avait déjà eu cette idée à la demande, et ça a été, on va dire, notre première intégration cross-chain. Donc, ce qu'on avait commencé sur Solana il y a 2 ans nativement. Depuis, on a notre V2 qui est disponible sur tout plein de blockchains. Mais du coup, Synthetix a été notre premier utilisateur depuis décembre. Aujourd'hui, ils ont, je pense, 70 marchés, que crypto pour l'instant. Je crois qu'ils ont aussi gold et silver, donc or et argent. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, enfin du moins cette année, ils ont fait près de 40 milliards de trading volume avec nos flux de prix. Donc, qui est Synthetix, je pense, avec GMX, avec GMX, on va dire les 2 premiers pairs sur DYDX aussi. Sur EVM, ouais. Et après, on a DYDX qui est une bête d'un autre calibre sur leur propre chaîne. Mais Synthetix va être le plus connu. Et d'ailleurs, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais toutes les applications que je vais mentionner, on a récemment fait un airdrop. Et si vous avez utilisé ces applications, potentiellement, vous êtes éligible au PIS airdrop. Mais du coup, Synthetix sur Optimism va être le plus connu. On a aussi Pika, qui est le second plus gros sur Optimism. Sur Arbitrum, on a Vela, qui est après GMX. Enfin, ils doivent être 3e maintenant. On a aussi... Ils font un airdrop, je crois. C'est aussi pour ça qu'ils avaient gagné pas mal de traction récemment. Ouais. Tu as la fork de JMX, HMX, donc HMX, qui fait un peu l'attaque sushi à l'époque, dernier cycle. Donc, ils font un peu Vampire Attack sur la liquidité de GMX pour créer leur propre liquidité. Et ça fonctionne très bien. Très connu, sinon on avait Ribbon qui maintenant s'appelle Ribbon Finance. Ouais. Yes. Donc eux nous utilisaient pour donc toutes les semaines quand ils ont des vaults où chacun peut déposer des tokens, et en gros ils vont vendre des options toutes les semaines. Donc c'est des stratégies d'options, c'est en finance traditionnelle ils appellent ça les produits structurés, je dirais, c'est structured product en anglais, et en crypto on appelle ça les DOV, Decentralized Option Vault. Du coup, tu déposes ton asset et toutes les semaines, ils vont vendre, on va dire, des options sur tes assets pour te générer des revenus, du yield. Du coup, ils ont besoin d'un oracle une seule fois par semaine, c'est à 8 heures le vendredi, pour settle, pour dire, tiens, nos options, on doit avoir le prix de strike, le prix final pour pouvoir résoudre nos marchés. Du coup, ils nous ont intégrés pour résoudre ces marchés. Et je pense qu'ils avaient, du coup, chaque vendredi matin à 8 heures, il y a presque 40 ou 50 millions de dollars qui se fait settled via les flux de prix PIS. Sinon, on est très présent sur les blockchains qui sont un peu plus rapides. C'est un peu plus rapide, donc comme Solana. Donc, si vous avez des utilisateurs Solana dans la commu, que ça soit Drift, Mango, Zeta, MarginFi, Solend, je pense que 98% de la... J'ai utilisé ça récemment, donc je vois très bien de quoi tu parles. Du coup, vraiment, je pense 98% de la DeFi sur Solana, Cosmos aussi, par exemple, si vous avez utilisé Injective ou Helix, Mars, donc Borrow Lending sur Osmosis, Neutron, je vais oublier les autres chains. Mais du coup, on est très présent Cosmos, Solana et Move, Aptos Sui, donc vraiment la DeFi là-bas. Je dirais qu'on est le leader assez facilement. C'est un peu les chaînes qui s'orientent vers c'est un peu les chaînes qui s'orientent vers la finance et le trading et qui sont les plus à même de traiter ce genre de use case, quoi. Exactement. Et vraiment, et là où aussi c'est un facteur différenciant pour PIS, c'est que nos flux de prix se mettent à jour 3 fois par seconde. Donc théoriquement aujourd'hui, il n'y a pas une blockchain qui va plus vite que nos flux de prix. Du coup, théoriquement, à chaque bloc d'une blockchain, tu pourrais avoir un prix différent. Et donc tant que cela reste vrai, théoriquement, on est bien placé pour vraiment capturer la plupart des perp DEX. Donc, et voilà, et c'est là où, bon, la chain n'est pas encore live, mais j'ai hâte de voir ça, c'est Monad.
sais pas si vous avez déjà couvert un peu ça. Non, pas encore. Je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas plus dit que ça. Bah, c'est théoriquement, bon après ils vont se battre avec Phantom, donc ils sont pas encore live en testnet, mais ils commencent à faire un peu de bruit. C'est donc une Layer 1 EVM, donc c'est style Phantom, mais ils introduisent la parallélisation dans l'EVM. Donc en gros ils sont vraiment en train de réécrire, d'améliorer l'EVM et l'utiliser sur leur Layer 1. Du coup ils disent 10 000 TPS sur EVM. Et Phantom, par exemple, ils sont beaucoup, je sais pas si t'as entendu parler de Sonic, donc ils font une grosse Pas upgrade. trop, mais ils en avaient peut-être parlé à la dernière PWS, je sais plus. Mais je crois que c'est un nom qui m'évoque quelque chose. Du coup, c'est un peu pareil, c'est optimisation de VM qui le gas plus la vitesse, block time et les TPS, donc les transactions par seconde possibles, augmentent fois 5, enfin je vais dire un chiffre comme ça, fois 5 fois 10. Du coup, vraiment, on est très réceptif à ces blockchains qui veulent vraiment de la performance parce que, enfin, qu'on le veuille ou non, je doute que on ne verra plus aujourd'hui, on ne verra plus. On va voir si je me fais contredire, si je me fais contredire, mais théoriquement, on va plus avoir d'application sur Ethereum Layer 1, ou du moins pas d'application du style Trop cher. produit perpétuel, produit dérivé. Pour un borrow lending, c'est pas dérangeant, mais pour quelque chose qui a besoin, où tu des trades toutes les millisecondes, ça va pas arriver là-bas. Du coup, tout ce qui est On l'a vu avec DYDX. Hein. exactement. DYDX c'était sur Ethereum. Ensuite, ils sont associés avec Starknet. Starkware et Starknet du coup. Et puis même ça semble pas assez à leur goût d'une certaine manière. Donc, si DYDX pour moi, enfin, je dis ça parce que je connais bien, je travaille avec eux, etc. Et ils sponsorisent pas mal de mes contenus, full disclaimer. Mais pour le coup, si un des plus gros protocoles qui te permet de faire du perpetual de manière décentralisée, etc. A déjà switch de Ethereum à d'autres solutions il y a quoi, il y a 1 an, 2 ans facile. Je vois pas dans quel monde genre il y aurait aujourd'hui des gens qui se lanceraient sur Ethereum quoi. Sur ce use case précis. Ouais. Et le retour que j'ai eu, et c'est de DevConnect à Istanbul il y a 2 semaines maintenant, c'est que c'est Layer 3, Layer 3, Layer 3, Layer 3. On enfile les problèmes, c'est ça que tu me dis. Mais après, bon, pour différentes idées, soit pour aller de plus en plus vite, soit pour faire des environnements sans gaz, enfin sans gaz. Donc il y a des belles idées derrière, mais oui, c'est pour Ethereum, pour EVM, pour le monde Ethereum, ça va se passer du coup Layer 2, Layer 3. Et après, bah, toutes les Cosmos Chain, bon, on va voir ce qui se passe avec la Atom One, la nouvelle fork qui va peut-être arriver. Euh, mais nous porte pas à l'œil. ouais, mais du coup, c'est vraiment nous notre point de vue aussi, c'est peu importe où ça se passera, on veut être là, on veut vous permettre de faire ça. Ouais, vous êtes agnostique, vous êtes pas là pour faire des choix éthiques et de se dire ok nous on travaille avec eux ou on travaille avec eux ou enfin de faire des choix. L'objectif c'est juste de permettre à tout le monde de créer ces solutions quoi. Exactement. Et d'ailleurs, le smart contract piece est open source. Donc théoriquement, quelqu'un pourrait déployer le smart contract piece sur la blockchain qu'il veut. Il Et faudrait des d'ailleurs, publishers qui suivent. bah non, même pas. Parce qu'en gros, les Même pas. publishers, ils publient sur notre ce qu'on appelle PeaceNet, sur notre blockchain spécifique au flux de prix, et ils spamment continuellement cette blockchain avec des updates de prix, Bitcoin égale A, prochain bloc B, C, etc. Et du coup, tous ces flux de prix sont disponibles. Une application va intégrer Peace, elle va fetch, elle va attraper les prix et les signatures, les preuves de prix off-chain, en parlant au wormhole. Et après, elle va pouvoir prendre cette preuve de prix, l'envoyer sur une blockchain dans un smart contract piece pour vérifier et pouvoir utiliser cette donnée. Du coup, en gros, théoriquement, le smart contract sur Optimism piece, il sert juste à permettre à n'importe qui, à n'importe quel moment, d'amener une preuve de prix piece pour pouvoir la décoder, la vérifier et l'utiliser. Du coup, les publishers, théoriquement, que le prix soit utilisé sur Ethereum Layer 1, Layer 2 ou Layer 3, ça leur change rien. Ça leur change rien. Et enfin, d'ailleurs, je vais la nommer parce que je les adore. C'est des développeurs de Canto. Donc, ça devait être au milieu de milieu de l'année dernière, non, au début de cette année. On était vraiment au moment on s'étendait pas mal et c'était l'époque des Layer 2. Et Canto, c'était un peu sur la roadmap, mais c'était pas le plus urgent parce que c'était pas la DeFi la plus active. Et un de leurs développeurs a juste regardé le code et il a déployé le smart contract piece et ils ont pu commencer à utiliser
les prix pissent. Et dans le même moment, pour l'Oracle, ça coûte toujours pas de gas, Canto, enfin c'est l'utilisateur qui fait. Et en plus, à chaque fois qu'ils utilisent un prix, le smart contract collecte des fees.